Monsieur le procureur, le témoin est à vous. Merci Madame la Présidente. Bonsoir Madame Faudon. Première question, elle est très simple. On entend parler donc depuis quelques mois, quelques années même, d'uberisation du secteur de l'énergie, de décentralisation de l'énergie. Est-ce que vous, délégué général du SFEN, la SFEN, pardon, comment vous voyez cette demande de décentralisation de la production de l'énergie? Est-ce que vous voyez ça d'un bon œil? Est-ce que quelqu'un qui est dans le secteur du nucléaire voit d'un bon œil cette demande citoyenne? Alors en fait, ce qu'on voit surtout, c'est deux choses. D'abord, une grande demande d'électricité. Enfin, je pense qu'il faut le rappeler parce qu'il y a 1,2 milliard de personnes qui n'ont pas accès à l'électricité dans le monde. Donc on va avoir un doublement de la production d'électricité d'ici 2050, malgré les efforts d'efficacité énergétique. Et puis la seconde chose qu'on voit, on parlait de la COP21, c'est que cette électricité, il faudra qu'elle soit décarbonée en 2050 aussi, et au moins à 80%. Et qu'aujourd'hui, c'est 70% d'énergie fossile, hein, dont énormément de charbon, de gaz, enfin donc de combustibles qui sont fortement émetteurs de gaz à effet de serre. Donc pour atteindre cette décarbonisation, c'est tout à fait faisable. Hein. La preuve, c'est que la France a complètement décarboné son électricité. On est le pays du G7 qui émet le moins de gaz à effet de serre. Il faut toutes les énergies bas carbone disponibles aujourd'hui. Donc, il y a nucléaire et renouvelable. Nucléaire, et il y a évidemment toutes les énergies renouvelables. Nucléaire très 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 bas carbone. Alors, le nucléaire est au même niveau que l'éolien, hein, même moins que le photovoltaïque. Donc en fait, on met dans le GIEC, hein, qui sont les experts internationaux du climat, mettent dans la catégorie donc bas carbone l'énergie nucléaire, mais aussi toutes les énergies renouvelables, donc l'éolien, le solaire, l'hydroélectricité, et puis aussi une technologie qui n'est pas encore disponible industriellement, qui est la fameuse capture et ségrégation de carbone. Donc on sait que dans le futur, il y aura donc sur le système électrique à la fois, on espère, hein, du nucléaire et aussi énormément d'énergie renouvelable. Alors justement, le lien entre ces deux sources d'énergie est important pour le débat de ce soir, puisque parlons un peu du cas de la France. Il y a 50 ans, la France a fait le choix historique de développer massivement sa filière nucléaire. Aujourd'hui, on a 58 réacteurs, dont 52 qui sont en permanence, qui tournent en permanence. Enfin, là, actuellement, on en a 53, oui. 53. Notre culture, on va dire, notre culture nucléaire est telle que cette énergie, aujourd'hui, elle représente 75% de la production d'électricité du pays. C'est ça. Le nucléaire, donc, c'est une énergie qui nécessite beaucoup d'infrastructures lourdes, pour des raisons de sécurité, mais pas seulement, de production, beaucoup d'expertise, on va dire, au niveau des métiers d'ingénieur, et qui donc n'est pas facilement décentralisable, voire pas du tout décentralisable. Donc, qui dit meilleure implication citoyenne dans la production énergétique, dit forcément développement massif du renouvelable au détriment du nucléaire, non? Objection, Madame la Présidente, la question est complètement orientée. Pas du tout. C'est une question logique. Qui dit décentralisation dit moins de nucléaire? Je pose la question à notre témoin. Donc avant de parler de décentralisation, il faut parler du mix électrique. Donc historiquement, la raison pour laquelle on a développé le nucléaire, c'est qu'on n'avait pas de pétrole, on n'avait pas de gaz et on n'avait pas de charbon. Hein. Donc la raison pour laquelle... Mais des idées. Donc ouais, exactement. Donc les idées, c'était les ingénieurs français en fait qui ont développé le parc nucléaire. Parce que les autres pays, en fait, ils ont en effet un mix plus diversifié, mais c'est parce qu'ils ont beaucoup de charbon. Et vous ne laissez pas décontenancer. Ouais, c'est pas top. Hein. Donc ils ont beaucoup de charbon, ils ont beaucoup de gaz. Hein. Voilà, donc c'est pour ça que c'est ça. Oui, c'était aussi lié à une pénurie de ressources. Je ne l'ai pas encore dit. Hein. Donc, en fait, tous ces éléments de production, ils sont sur un réseau, hein, la grille, enfin, le réseau de transport et de distribution. Ouais. Et donc, en fait, c'est un peu, on parlait d'Internet tout à l'heure, cette question de la décentralisation ou de la décentralisation, elle n'a pas vraiment de sens parce qu'on a besoin des deux dimensions.
Typiquement, un iPhone qui est sur le réseau, il est relié en fait sans fil à une station de base télécom, mais derrière, il y a un très gros réseau IP, il y a un réseau optique, il y a des énormes câbles sous-marins, il y a des énormes fermes de serveurs. Donc en fait, on a besoin à la fois évidemment d'énergie chez soi, et certains peuvent décider de la produire et d'autres, ça ne les intéresse pas, ils veulent juste que ça arrive et que ça soit pas cher. Et aussi évidemment qu'ils ont une conscience environnementale, d'être sûr que cette énergie qu'ils achètent, elle est propre. Mais autrement, ils sont aussi reliés à la grille, et tout le monde a besoin d'être relié à la grille pour être sûr d'avoir accès à l'électricité et cette sécurité d'approvisionnement. J'ai une dernière question. Très rapidement, très courte. monsieur. Il y a 2 ou 3 ans, le directeur général d'une grande entreprise me confiait ceci. Ce n'était pas dans le secteur énergétique, mais il me disait ceci. La question aujourd'hui, c'est de savoir qui sera le prochain petit con ensuite à capuche qui va venir défoncer mon modèle économique. On parle d'uberisation ce soir, vous l'aurez compris. Vous qui connaissez bien la filière nucléaire, les acteurs du nucléaire français, est-ce que vous avez l'impression qu'ils prennent au sérieux la menace d'une uberisation du secteur de l'énergie? Est-ce qu'ils ont les genoux qui tremblent ou est-ce que tout va bien? Business as usual, pas de problème, les affaires tournent? D'abord, ils pensent à des solutions. Là, typiquement, actuellement, il y a beaucoup de travail pour faire ce qu'on appelle du suivi de charge. C'est-à-dire que globalement, les moments où il y a énormément de production de renouvelables, parce qu'il y a beaucoup de soleil et beaucoup de vent, qu'on puisse baisser la production des centrales nucléaires relativement rapidement pour s'adapter. Mais il y a aussi, je dirais, une révolution au sein même de l'industrie nucléaire, parce que vous savez, les grands entrepreneurs californiens en particulier, ou Bill Gates, ont décidé d'investir sur toutes les énergies bas carbone, et dont le nucléaire. Donc, Bill Gates investit dans une start-up qui s'appelle TerraPower. Et aujourd'hui, il y a plus de 50 start-up nucléaires aux États-Unis, ce qui est vraiment difficile à imaginer quand on connaît une industrie qui traditionnellement était une industrie d'État, qui développe non seulement le nucléaire pour plein d'applications, mais pour typiquement la chaleur, ça peut être la désalination, mais aussi avec plein de nouveaux concepts différents de réacteurs. Donc l'industrie elle-même vit cette vague d'innovation. Donc pourquoi ils développent ça? Parce que le nucléaire est bas carbone, il y a assez peu d'énergie bas carbone, on sait qu'on en aura besoin, et donc il y a tout un esprit entrepreneurial aussi qui se développe actuellement autour de l'innovation sur l'énergie nucléaire. Donc les acteurs du nucléaire se font uberiser par d'autres acteurs du nucléaire, quelque part. Oui, enfin ils essayent de participer On avait à dit cette plus de questions, organisation. Madame la Présidente. Oui, je crois que c'est pour bien comprendre. Nous allons devoir conclure très Merci, rapidement. ce sera tout. Merci, monsieur le procureur. Maître Keller, le témoin est à vous. Oui, bonjour madame, et merci d'avoir répondu avec honnêteté à des questions malhonnêtes. Place à la condescendance, allons-y. Oui, Mao, madame Faudon, bon, on a quand même compris que globalement, même s'il y avait de l'innovation, je dirais, dans le secteur du nucléaire, celui que vous connaissez, ce n'est pas pour autant qu'il va y avoir ubérisation. Il va falloir encore, je dirais, des énergéticiens, des centralisateurs qui vont irriguer le marché. Ce n'est pas chacun dans son coin qui va s'amuser à construire sa petite centrale nucléaire pour jouer l'ubérisation et l'innovation type Silicon Valley. Non, alors donc pour utiliser l'énergie nucléaire, il faut d'abord avoir énormément de technologies, donc sont des emplois et des ingénieurs extrêmement qualifiés. Puis il faut aussi avoir des règles de gouvernance politique, puisqu'en fait pour faire du nucléaire, il faut avoir une autorité de sûreté, une sorte de gendarme du nucléaire qui inspecte les installations. Pour vous donner une idée, en France, c'est l'ASN. C'est la fameuse ASN qui fait 500 inspections par an dans 58 réacteurs et qui peut décider du jour au lendemain parce qu'elle pense que l'installation n'est pas sûre de la mettre à l'arrêt. Voilà. Et il faut qu'elle ait l'indépendance de pouvoir le faire par rapport évidemment à l'industriel et par rapport aux politiques pour jouer son rôle. Et donc ça implique en effet un certain nombre d'institutions. La bonne nouvelle, c'est que tous les grands pays du monde qui émettent énormément de gaz à effet de serre ont ces structures, que ce soit les États-Unis, l'Europe, la Chine, l'Inde, le Japon, la Russie, tous les grands émetteurs aujourd'hui, si on regarde la carte du monde, les grands émetteurs de gaz à effet de serre, ils ont tous aujourd'hui un programme nucléaire. L'Inde a même sa propre technologie. On va revenir sur le concept d'ubérisation, parce que finalement, quand on parle d'ubérisation, on pense, et je me tourne vers nos jurés, on pense aux taxis,
qui se sont fait donc ubériser par Uber, Taxi Bleu, G7. Est-ce qu'il y a, en fait, la vraie question qu'on se pose aujourd'hui et qui doit éclairer notre audience, c'est vraiment de savoir si c'est possible. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un acteur qui peut venir demain matin et dire, OK, moi maintenant, je crée une plateforme, clac, 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 je prends mes énergies renouvelables et je décide d'irriguer ma ville, mon hameau, ma région. Je pense qu'une des raisons pour lesquelles Uber s'est développé, c'est parce qu'il y avait une insatisfaction par rapport aux services qui étaient offerts. Enfin, je crois que pour la ville de Paris, tout le monde se plaignait du fait que le service taxi n'était pas optimal. Donc, ils se sont vraiment développés autour d'une demande des gens, en utilisant la technologie pour ça. Donc, la demande au niveau de l'électricité, elle est assez simple. C'est une commodité. Donc, ce qu'ils veulent, les gens, c'est surtout que ça arrive chez eux. En fait, c'est-à-dire, ils veulent avoir l'électricité 24 heures sur 24. On le voit bien quand il y a une tempête et que les gens perdent l'électricité, c'est un drame. Alors ça peut être même un vrai drame s'il y a des installations sensibles qui sont touchées, avec même un risque pour la vie des gens. Enfin, c'est vraiment très sérieux. Et donc ils veulent que ça arrive chez eux, pas forcément la produire. De la même façon que tout le monde n'a pas envie de produire ses légumes, tout le monde n'a pas envie de produire son électricité. Ils veulent que ça soit pas cher. Parce que c'est une grande partie, en fait, ça a un impact très important sur le pouvoir d'achat. Alors, j'en profite pour le dire, mais en France, donc, on a une électricité pas chère, puisqu'aujourd'hui, un Allemand paie 70% plus cher son électricité, donc on a cette chance. Et puis, ils veulent, en effet, parce que c'est important maintenant pour les gens de savoir que c'est une énergie propre. Et ça, c'est important pour eux aussi. Voilà. Et donc, nous, on pense qu'on a des atouts importants, en particulier qu'on est bas carbone, et puis aussi qu'on n'émet pas de pollution atmosphérique. Donc ça, c'est important parce qu'on en parle beaucoup ces derniers temps. On n'émet pas de particules fines. C'est le charbon qui fait des particules fines. On n'émet pas d'oxyde de carbone. On n'émet pas de ce qu'on appelle le SOx et le NOx, les oxydes de soufre et d'azote. Donc, de ce point de vue-là, on donne un air propre. Voilà. Ma dernière question, Madame la Présidente, vous êtes à la tête de la Société française d'énergie nucléaire. Est-ce qu'il y a un génie spécialement français, un savoir-faire qui, à la fois, rend service à notre pays, mais qui en même temps est exporté, exportable, et que le monde nous envie? Alors absolument, en fait. Donc nous, on est en relation avec toutes les sociétés nucléaires équivalentes à la nôtre dans le monde. Et oui, en fait, on est vraiment très reconnus à l'étranger. On fait des grosses conférences internationales où il y a 30 ou 40 pays qui viennent en France. Ne vous inquiétez pas de la dessinatrice. Tout va bien se passer. Voilà, donc absolument. Donc EDF est extrêmement reconnu et souvent donc consulté aujourd'hui par tous les grands exploitants étrangers sur aussi ses méthodes d'exploitation, ses méthodes pour gérer la sûreté. Et voilà, donc c'est mal connu, la troisième filière industrielle française derrière l'automobile et l'aéronautique. Voilà, on a 2500 entreprises, donc il y a des grandes entreprises, mais il y a aussi plein de petites entreprises. Donc innovation, mais pas ubérisation. Je vous remercie beaucoup, Exactement, Madame. Merci. Merci, Maître Mao. Merci, Madame Faudon. Je vous invite à rester avec nous sur scène.